Hey! Ça mange quoi un Gaulois? L'anno il giorno e l'ora in cui Eh oui, on a tous en tête cette célèbre bande dessinée avec Astérix, où ce dernier mange des sangliers avec son pote Obélix. Moi, mon piffré? Mais c'est que mon troisième sanglier. Oh pardon, il n'a mangé que 3 sangliers. On les voit boire aussi de la cervoise, ou encore ils goûtent au poisson bien fétide de chez Ordre Alphabetix. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Mais qu'en est-il réellement? Et on se pose aussi une autre petite question. C'est quoi un Gaulois? Mais c'est pas tout. En deuxième partie de la vidéo, on préparera du mustacéi. Partout à Tix, il est bientôt midi 12. Il est temps d'aller manger. On y va, Obélix? Ah oui, ça m'a l'air intéressant. Ah, nos ancêtres les Gaulois, ces derniers défendant nos terres contre les Romains, ils incarnent les bases de notre nation. Eh bien non, ce n'est pas forcément vrai, mais tout n'est pas forcément faux. Mais qui sont ces Gaulois? Ce peuple qui vivait en partie sur le territoire de la France actuelle. Pour faire simple, le mot Gaulois vient donc de Gaule, un nom que donnait Jules César. Avez-moi. Car pour nos copains gaulois, eux ils disaient plutôt Keltia ou encore Litawi, qui signifie terre large. On peut le comparer à Luerio, qui signifie terre entourée d'eau. On parle bien sûr ici des îles britanniques. Et de plus, ce peuple ne se disait pas gaulois, mais celtae, qui veut dire celte. Car oui, nos ancêtres étaient bien celtes, mais ils ne formaient pas une nation, mais plus une multitude de clans. Déjà, César les séparait en plusieurs géolocalités, comme Belgica, Celtica, Provincia Romana ou encore Aquitania. Et dans ces différents secteurs, on avait différents clans, peuples gaulois comme Atrébat, Bellovac, les Arvernes, les Santons, les Andecave, les Vénètes, les Sotiates, les Tarbelles, les Vocs, les Cavars. Et je vous promets, j'ai pas tout dit. Bah vous l'aurez compris, tous ces clans n'étaient pas forcément potes. Par exemple, quand César envahit la Gaule, c'est à la demande d'un clan gaulois. Quand on parle du grand Vercingétorix, on parle surtout d'un Arverne, ceux qui vivent actuellement en Auvergne. Ce dernier a réussi à assembler quelques peuples gaulois pour se soulever contre César. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Vercingétorix était un aristocrate gaulois. Il bossait pour l'empereur romain avant. C'est pour ça que César le traitait de fourbe. Enfin bref, pour faciliter la compréhension de la vidéo, on va parler de Gaulois, pour symboliser l'ensemble des peuples habitant dans cette future France. Ce peuple est présent depuis le 5e siècle avant notre ère et s'étend environ sur 1000 ans. Et donc les Gaulois existaient bien sûr avant Jules César, mais aussi bien après. D'ailleurs, juste un détail, et pas des moindres, dès 52 avant Jésus-Christ, on ne parle plus de Gaulois, mais de Gallo-Romains. En gros, c'est des Gaulois qui vont adopter le mode de vie des Romains, en optimisant des routes ou encore en construisant des aqueducs. Mais comme tout bon peuple ancien, il y avait bien des clichés sur eux. En voici 4. Le premier, boire de la cervoise ou de l'hydromel tout en graillant un bon sanglier. Oh, quelle fumée. Je vais manger ton sanglier. Ce qui n'est pas vrai dans le fond, vous vous en doutez bien, parce qu'on parle de clichés. Platon disait que les Gaulois étaient des ivrognes, mais ils ne l'étaient pas plus que les autres, sauf qu'ils savaient bien recevoir lors de grands banquets. Un deuxième cliché est ce célèbre casque à ailettes. Vous savez, Astérix en arbore un très très beau. Notre finesse, notre volonté, On a bien sûr retrouvé des casques, avec des sortes d'ailettes qu'on appelle en fait paragnathides, mais ce sont uniquement des protections pour les joues. Et comme les casques étaient retrouvés écrasés, on a confondu ça avec des ailes. Et une autre information liée à ce cliché, non, le chef gaulois ne se balade pas sur un bouclier rond, car déjà, le leur était ovale, et cette tradition remonte surtout à partir des Francs, donc bien plus tard. Le cliché aussi qu'on voit sur la bande dessinée Astérix est que le village était isolé, mais c'est bien sûr faux. Ces derniers se regroupent dans des oppidums, des agglomérations qui pouvaient atteindre jusqu'à 150 hectares avec tout le système de défense. Et ils communiquaient entre peuples gaulois. Et ils communiquaient bien sûr entre eux, que ce soit pour le commerce ou pour s'en mettre une belle dans la face. D'ailleurs, ces oppidums, ils réunissaient aussi tous les artisans de l'époque, comme les forgerons, les tisserands, les verriers, les travailleurs de cuir,
Et les Gaulois étaient aussi de très très bons agriculteurs, avec tous les outils qu'ils fabriquaient renforcés par le fer ou par le bronze. D'ailleurs, certains pensent qu'ils étaient sales, mais ils se lavaient, ils se rasaient, se teignaient même les cheveux. Bref, comme certains aujourd'hui en fait. Allez, un petit dernier cliché. Les Gaulois étaient de très très bons tailleurs de menhirs. Voilà une erreur à cause d'une mauvaise interprétation archéologique. Et oui, ce métier se base beaucoup sur ce qu'ils découvrent et ils en interprètent une bonne partie. Sauf qu'avec le temps, on fait de nouvelles découvertes et donc on est en capacité de rétablir le vrai du faux et donc de rétablir l'histoire. On pensait donc que Stonehenge ou encore Karnak étaient contemporains de nos chers Gaulois et qu'ils servaient au rituel druidique. Eh bien que nenni, les menhirs datent du néolithique, c'est-à-dire 4500 à 2500 avant notre ère. Et ils avaient surtout une vocation funéraire et non pas une vocation sportive comme le pratiquait notre cher Obélix, le lancer sur Romain. Avant de passer à la Boostify, on va parler un peu de druides. Comme certains le savent, ma famille pratique le néopaganisme. On se réfère en général aux vieilles croyances comme celles des druides, et on fait surtout attention à la nature et au sabbat qui suivent l'évolution de cette dernière à travers les saisons. Le néopaganisme est souvent associé aussi à des groupes d'extrême droite, et je vous rassure, je m'en contrefous de la politique et on n'en parlera jamais sur cette chaîne. Nous, ce qu'on aime, c'est surtout la nature, le soleil qui se couche dans notre jardin, les oiseaux qui chantent ou encore la glace qui se fiche sur les branches des arbres en hiver. Revenons-en donc à nos druides. Il est le chef religieux des Celtes. Ils transmettent leurs connaissances de façon orale, d'où le peu de traces sur ce peuple. Ils procèdent à tous les rites, les sacrifices humains ou animaux. Mais ils sont aussi chirurgiens, juges et sûrement plein d'autres choses. Par rapport à leur place dans la société, ils prennent la parole même avant les rois. Leur présence était incontournable au fait comme Samain, Imbolc, Beltane ou encore Lugnazad. Et d'ailleurs, on en connaît des druides, les plus connus dans les romans. On croise par exemple Merlin ou encore Panoramix. Voilà, je voulais faire une petite halte sur eux car ce sont des personnages empreints de mystère et ils sont indissociables de la culture celte et donc des Gaulois. Bon, maintenant qu'on a bien parlé des Gaulois, c'est cool. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, ça mange quoi un Gaulois ? On va pas vraiment revenir dessus, mais le Astérix de Goscinny et de Uderzo, c'est totalement fictionnel, même s'il retransmet pas mal de clichés. Mais en même temps, on aime les clichés. Il faut séparer déjà deux époques, les Gaulois et les Gallo-Romains. On va commencer par la première. Alors non, les Gaulois ne mangent pas que des sangliers. D'ailleurs, ils ne chassent pas tellement, voire même très peu. L'animal le plus chassé est le lièvre. Et oui, le lapin n'existe pas encore d'ailleurs. On peut aussi profiter du chevreuil, du cerf, mais bien sûr du sanglier. Mais du côté de l'archéozoologie, on note très peu de présence de ce cochon sauvage. De plus, les animaux chassés étaient plutôt réservés aux nobles. Bien sûr, on trouve d'autres animaux, comme l'auroch ou encore le blaireau, mais ce sont des proies anecdotiques. Les Gaulois, c'est des gros viandards. D'ailleurs, 99% de la viande consommée est de l'élevage, avec en trio de tête le bœuf, le porc et la chèvre ou le mouton. Mais il n'hésite pas non pour un bon petit cheval ou encore un petit chien. Et aussi au César. Une petite seconde de silence pour idée fixe. Manger du cheval est présent de façon exceptionnelle et cette pratique est surtout présente dans le nord, mais reste tout de même très très rare. Parlons des poules. Dans les fouilles, on retrouve très peu d'os de ce volatile, mais ils peuvent souvent être croqués ou avalés par les chiens. De plus, ce sont des os très fragiles. Mais on est sûr, il y en avait. Par contre, il ne faut pas voir ces animaux avec notre œil contemporain. Ces derniers étaient petits ou plus légers. Par exemple, une vache ne pesait que 200 kg. Aujourd'hui, on est plutôt dans les 800. Une petite différence quand même. Il y a un fait intéressant, c'est que le porc, à l'époque, était un animal noble et donc réservé à la plus haute caste. Ensuite, il est suivi du mouton, puis de la vache et du cheval. Les choses ont vachement bien changé depuis. En fonction de la localité, on pouvait aussi profiter du poisson. Certains étaient cuits avec du sel d'ailleurs. Et oui, un bon petit turbo, c'était pas de refus. On consomme aussi du lait, surtout de brebis ou de vaches. On a même retrouvé des faisselles en céramique pour faire du bon fromage. Bien sûr, ils ne mangeaient pas que cela, ils étaient aussi agriculteurs. Ils mangeaient du blé, de l'orge, de l'avoine ou encore du millet. Et pour les fruits, on part surtout sur du sauvage comme des prunelles, des mûrisses, des fraises, des pommes ou encore des raisins. Vous avez bien compris, il y avait quand même une alimentation plutôt équilibrée.
Et comme on ne mange pas sans boire, bah les Gaulois, ça se faisait plaisir. Mais bien sûr, tout le monde ne buvait pas pareil. Les plus haut placés profitent du vin pur qui vient d'Italie. Bon, des fois, il était quand même coupé à l'eau. Quant aux autres, ils consomment de la bière de froment mélangée avec du miel ou encore de la simple bière appelée korma. Pour info, de la cervoise, c'est de la bière sans ajout de doublon, mais elle était aussi bien présente. On peut noter aussi sur la table de façon exceptionnelle de l'hydromel. Il accompagnait aussi les morts, comme le prouve une tombe datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. On a bien compris à l'époque, ils savaient bien se faire plaisir. Maintenant, on va parler un tout petit peu de l'époque gallo-romaine. Cette dernière a mené des produits qui viennent d'Italie, comme l'huile d'olive, qui remplace l'huile de lin ou l'huile de cameline. Il y a aussi des nouveaux fruits qui font leur apparition, comme la figue, les dattes ou encore les grenades. D'ailleurs, ces nouveaux Gaulois, ils aiment bien manger allongé comme les Romains. C'était classe à l'époque, sauf pendant les banquets. Tout le monde assis, faut pas déconner quand même. Le vin était aussi plus accessible et on trouvait aussi également des épices grâce à l'énorme territoire des Romains, mais aussi grâce au commerce. Il y a tellement de choses à dire et la vidéo serait très longue, mais ça va me donner faim, alors il va falloir passer à la suite. Et comme recette, je vous propose les petits pains de Caton. Au 2e siècle avant notre ère, Caton donne cette recette de pain qu'il appelle mustacéi, recette que l'on retrouve dans son traité d'agriculture. Allez, ne traînons pas par tout à chix, allons en cuisine. Allez, commençons avec les ingrédients. Il faudra 500 g de farine blanche, 25 centilitres de jus de raisin, 10 g de levure de boulanger, 2,5 g de sel, 2 cuillères à café d'anis en grains, 2 cuillères à café de cumin en grains, 100 g de beurre, 50 g de fromage de chèvre ou de brebis et 25 feuilles de laurier fraîche. La première étape est rapide. Mettez dans un saladier le jus de raisin et la levure. Je vous invite à bien remuer. Et c'est parti pour un petit repos de 24 heures. A few moments later. Voilà, on a bien dormi, il est temps de passer au reste. On mélange d'abord la farine et le beurre. Ensuite, on ajoute les épices, le sel. On ajoute le jus de raisin fermenté. Et il est temps de bien malaxer pour obtenir une pâte homogène. Et une fois cela fait, il faut laisser reposer pendant 2 heures. A few moments later. La pâte a bien gonflé. Il est temps de faire des petits pâtons, de préférence de la même taille, et mettez-les sur une feuille de laurier. Ensuite, quand vous avez tout préparé, laissez reposer encore une bonne demi-heure. A few moments later. Et zou au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Même si ça ne paye pas de mine depuis l'extérieur, l'intérieur est parfait et c'est une tuerie. Je vous dis bon appétit. Et voilà, encore une nouvelle recette à rajouter à votre carnet. Ça nous change de ce que l'on connaît, même si cette recette est adaptée aux ingrédients d'aujourd'hui. Ah, nos ancêtres gaulois, qui en fait ne le sont pas vraiment. Certes, ils ont occupé une bonne partie du territoire français, mais le peuple français a surtout été soumis à de nombreux mouvements de population, comme l'arrivée des barbares, les Francs par exemple. Mais alors pourquoi dit-on nos ancêtres gaulois ?
Eh bien, un pays qui veut se montrer fort a besoin d'avoir des racines bien ancrées. Et après la Révolution française, le peuple français avait besoin d'affirmer ses racines. Et les Gaulois, peuple ancien, étaient le candidat idéal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu ne veux pas que le ciel tombe sur ta tête, like, commente et abonne-toi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo très olé olé. En tout cas, je vous remercie de continuer à me suivre et de tout votre soutien. Je vous adore et je vous dis à très bientôt, les histoculino curieux.